Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Quatrième réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Cette rencontre s'est tenue sous médiation internationale pour procéder à l'évaluation des avancées enregistrées en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Le premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement s'est tenu ce lundi 20 janvier à Londres. 16 chefs d'État africains ont répondu présents à ce rendez-vous inédit, lors duquel des contrats pour un montant de près de 7 milliards d'euros ont été signés. Et le Ghana reçoit un accord de financement de près de 570 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Des fonds qui serviront notamment dans l'investissement de l'économie et dans l'environnement. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Faciliter le retour à la paix, c'était l'objet de la quatrième réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation à Bamako, au Mali. Cette rencontre s'est tenue le 19 janvier sous médiation internationale. Le but étant de poursuivre l'accord de paix d'Alger signé en 2015 qui peine à se concrétiser. Aïssa Toubari. Bloqué depuis août 2019, c'est un comité de suivi des accords redynamisés qui s'est réuni ce 19 janvier à Bamako. Fort du soutien du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel, mais aussi des représentants spéciaux pour le Sahel de l'Union européenne, de la France, cette session vise à manifester la solidarité de la communauté internationale à l'endroit du peuple malien. C'est la première fois qu'il y a ce genre d'adhésion et cette appropriation nationale par tous les Maliens de cet acquis de très grande importance. Nous savons bien que ce qui se passe au Mali a forcément des répercussions sur l'ensemble de nos pays, les pays de la région. Et la sécurité du Mali, c'est la sécurité du Sahel, c'est la sécurité du Burkina Faso. Après les sommets de Pau, dont l'une des recommandations était d'aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire, cette réunion de haut niveau marque un tournant décisif dans la mise en œuvre des accords. C'est un CSA de reprise, mais aussi un CSA dont l'agenda est décisif pour le processus de stabilisation du Mali, pour le processus de paix au Mali. Parce que l'agenda de cet accord, ce sont les conclusions du dialogue national inclusif malien. Les signataires des accords entendent travailler au redéploiement de l'administration avec les structures de base et de l'armée reconstituée dans tout le pays, notamment à Kidal, afin de mieux contrer la montée des groupes terroristes qui endeuillent la bande sahélo-saharienne. Plus d'ingérence dans le conflit libyen, c'est la résolution adoptée le 19 janvier à Berlin, en Allemagne, par les 11 pays qui ont participé à ce sommet sur la crise libyenne. L'un des principaux engagements qui a également été pris est le respect de l'embargo sur les armes décidé en 2011 par les Nations Unies. Les explications de Ange Nomenio. La conférence de Berlin a tranché. Plus d'interférences dans le conflit libyen. Sous l'égide de l'ONU, les dirigeants des pays concernés par la crise libyenne sont finalement tombés sur cet accord. Ces 11 États, parmi lesquels la Russie et la Turquie, ont également pris l'engagement de respecter l'embargo sur les armes décidé en 2011. Une solution politique doit être trouvée pour maintenir la paix et les armes doivent être soumises à un embargo. La guerre en Libye est maintenant une guerre par procuration. Nous espérons changer la situation actuelle et donner au peuple libyen le droit à l'autodétermination pour retourner à la liberté et à la paix. L'accord de Berlin ne garantit pas pour autant une sortie de crise définitive en Libye. Les deux rivaux directs, Fayez el-Sarraj et son rival Khalifa Haftar, ont refusé de se rencontrer lors de la conférence sous l'égide de l'ONU. Pour s'assurer du respect effectif et durable de la fin des hostilités, des rencontres interlibyennes devraient être organisées prochainement.
Le problème en Libye est qu'il n'y a pas de confiance mutuelle entre les deux parties du conflit. C'est pourquoi des forces internationales sont nécessaires pour maintenir la paix, désarmer ou mettre fin aux milices et éviter l'ingérence d'un seul pays. Depuis la reprise des combats entre camps rivaux en Libye en avril 2019, plus de 280 civils et 2000 combattants ont été tués selon l'ONU et plus de 170 000 habitants ont été déplacés. L'Afrique est dans le viseur de la nouvelle stratégie du Royaume-Uni. Le premier sommet Royaume-Uni-Afrique s'est tenu ce lundi 20 janvier à Londres. 16 dirigeants africains ont pris part à ce forum d'investissement et ce sont près de 27 contrats d'une valeur de près de 7 milliards d'euros qui ont été signés. Un nouveau cap pour le Royaume-Uni à l'heure où le processus du Brexit est enclenché. Ange Noménio. L'opération Séduction est lancée par la Grande-Bretagne. Ce lundi 20 janvier 2020, à l'occasion du premier sommet Royaume-Uni-Afrique, le Premier ministre britannique Boris Johnson a plaidé pour que son pays soit le partenaire de choix des pays africains en matière d'investissement. Ce dernier est revenu sur l'expertise dans les domaines de la technologie et des finances qui peuvent répondre à la demande du continent africain. L'Afrique est l'avenir et le Royaume-Uni a un rôle énorme et actif à jouer dans cet avenir. Plus de la moitié des économies les plus rapides du monde, soit 15, se trouvent en Afrique. Les 2/3 des économies africaines connaissent une croissance plus rapide que la moyenne mondiale. C'est la première fois que des gouvernements et des entreprises du Royaume-Uni et d'Afrique se réunissent pour un si grand événement. L'objectif est de resserrer les liens africains à la veille du Brexit. Le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement réunit 21 pays africains, des entreprises africaines et britanniques. L'Afrique capitalisme donne la priorité au secteur à forte croissance en catalysant la transformation de l'Afrique. Nous avons enregistré des succès en investissant et en récoltant des dividendes au cours des 10 dernières années sur le continent. Des accords portant sur plusieurs milliards de livres sterling seront annoncés lors de ce sommet Royaume-Uni-Afrique. À terme, ils devraient participer directement à la création d'emplois et à la croissance autant en Afrique que pour les entreprises et multinationales britanniques. Le Ghana et la Banque mondiale ont signé 4 accords de financement le 17 janvier, des accords d'une valeur de près de 570 millions de dollars. Ces fonds serviront à améliorer le climat des affaires pour stimuler la croissance et les investissements dans le pays. Ils serviront également à dynamiser l'éducation, l'assainissement, mais aussi l'environnement. Plus de détails avec Amenej. 4 accords de financement ont été signés entre le Ghana et la Banque mondiale à hauteur de 570 millions de dollars. Ce montant devrait aider le pays dans sa vision de transformation économique à travers des investissements dans les secteurs de l'éducation, de l'assainissement et de la réduction des pertes forestières. 12 millions de dollars sont à titre de subvention et les 558 millions restants représentent un prêt. Le Ghana a subi de lourds tributs, surtout en période de grande pluie. Ces tributs sont de l'ordre matériel et humain. On le sait tous, le Ghana s'est engagé à améliorer, à autonomiser aussi son économie. Donc ce prêt, nous l'espérons, va contribuer à réduire les fluctuations de son économie dues à la fragilité et à la vulnérabilité des bâtis publics et aussi des activités qui y sont menées. Des fonds prévus pour les différents projets de développement, 200 millions de dollars, permettront d'accentuer les travaux du projet urbain multisectoriel du Grand Accra, concentré sur la propreté et la réduction des risques d'inondation le long du bassin fluvial urbain d'Odao. L'objectif est de promouvoir les investissements privés et la croissance des entreprises dans les secteurs non basés sur les ressources de l'économie ghanéenne. Au plan économique, les activités prévues par ce financement vont, on l'espère, booster l'économie ghanéenne, qui va confirmer donc l'attrait dont il est l'objet dans la sous-région ouest-africaine. Ce financement-là va permettre de mettre en place des édifices solides, résilients devant les aléas auxquels le Ghana fait face, afin de réduire donc les catastrophes que vit le Ghana chaque année. L'accord de financement entre le Ghana et la Banque mondiale vise majoritairement à réduire la perte et la dégradation des forêts dans certains paysages de la zone de haute forêt du Ghana où la déforestation est la plus élevée. Macabre découverte au Burundi, plus de 4000 charniers ont été découverts à travers le pays suite à une enquête lancée par la commission Vérité et Réconciliation, une enquête qui porte sur les conflits enregistrés depuis l'indépendance du pays en 1962. Corinne Kamdem.
Plus de 4000 charniers ont été découverts au Burundi lors d'une enquête lancée par la Commission Vérité et Réconciliation sur les conflits enregistrés depuis l'indépendance du pays en 1962 jusqu'en 1993, année de l'assassinat du premier président Hutu élu du pays, Melchior Ndadaye. Un charnier a été ouvert au public dans la capitale burundaise Bujumbura ce dimanche 19 janvier. Il contiendrait les restes d'environ 270 personnes. Les familles à la recherche d'êtres chers perdus ont été autorisées à passer au crible les restes en ruine. Provisoirement, on est en train de les garder quelque part dans les sacs mortuaires pour les ossements, mais le matériel personnel qui était trouvé dans les tombes, si je peux les appeler, sont gardés juste dans un endroit où ils peuvent être protégés de toutes sortes d'intempéries ou de toutes sortes de dérangements. L'excavation de la fosse commune située dans la région de Kamenge au nord de Bujumbura a commencé en décembre 2019 et s'est terminée dimanche. Elle a été ouverte au public ce lundi 20 janvier. La commission mise en place en 2018 pour faire la lumière sur les affrontements intercommunautaires indique avoir identifié 142 505 victimes. Selon les autorités, ces massacres ont eu lieu entre 1965 et 1993. Récemment, dans différents endroits de ce pays, nous comptons déjà organiser un enterrement digne de ces restes. La nation d'Afrique de l'Est a souffert de l'occupation coloniale, de la guerre civile et de décennies de massacres intermittents. Une grande partie de la guerre civile au Burundi, qui a tué 300 000 personnes avant de se terminer en 2005, avait des connotations ethniques. La commission qui devrait publier mardi 21 janvier un rapport sur les découvertes d'autres charniers est chargée d'enquêter sur les massacres et de réconcilier les Hutus et les Tutsis. Au Mali, la production industrielle d'or a augmenté de 7% en 2019 pour atteindre un peu plus de 65 tonnes, une performance record pour ce pays qui a enregistré une hausse de 20% en 5 ans en termes de production d'or. Le Mali est d'ailleurs compté parmi les plus grands producteurs d'or en Afrique, derrière le Ghana, l'Afrique du Sud ou encore le Soudan. Siamlo Victoria Sidje. 65,1, c'est le nombre de tonnes d'or que le Mali a produit en 2019. Il s'agit d'une hausse de 7% par rapport à 2018. Troisième producteur d'or africain derrière le Ghana et l'Afrique du Sud, avec un chiffre annuel de 71 tonnes, le Mali connaît une augmentation significative de sa production industrielle aurifère malgré la situation sécuritaire difficile. L'ensemble de la production aurifère du pays est essentiellement portée par la région de Caille. Seul porte près de 13 sites aurifères n'est pas touché par l'insécurité. Cette production est portée par des entreprises multinationales qui, en partie, ont la possibilité d'organiser une forme de sécurité autour des zones de production. Le 15 janvier, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du document de politique nationale de développement du secteur minier et pétrolier ainsi que le plan d'action sur la période 2019-2023. Mais du côté de la production artisanale, d'autres défis demeurent. En 2019, 6 tonnes d'or ont été produites de façon artisanale, d'après la Chambre de commerce. Tous les pans qui touchent à la production aurifère sont pris en compte du moins dans le plan dans le plan national de développement du secteur minier. Et dans le plan national, il est prévu la création d'une école de mine qui a d'ailleurs déjà commencé. En 2020, l'exécutif espère atteindre 260 000 onces d'or. Entre 2015 et 2018, la production du précieux minerai a enregistré une progression remarquable de 20% d'après les autorités. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.